pense que ça peut être intéressant pour vous et ça peut être assez amusant. Donc l'idée, c'est de vous faire un travail d'équipe qui prend de l'analyse jusqu'à la réalisation d'une application en équipe. Alors l'idée, c'est de vous travailler à 12 ou à 14 ou à 10 même sur une même application, c'est un petit peu difficile. Donc on va se séparer, on va essayer de faire deux équipes équilibrées. J'essaie de les faire de manière à ce que ceux qui ne sont jamais là soient répartis dans les deux équipes. Donc ces deux équipes auront chacune un travail, un projet à mener à bien. Et ce projet sera proposé par deux clients, plus ou moins réels, plus ou moins. Mais peu importe, au final, ça fera une application qui pourrait être, entre guillemets, commercialisable, même si dans les faits, elles ne le seront pas, puisque, quoi qu'il arrive, vos travaux resteront à disposition du monde entier, en licence encore à définir, style GPL, qui garantira que votre travail sera accessible à tout le monde gratuitement, et que si des gens s'en servent, ils devront garantir eux-mêmes qu'ils maintiendront l'application ouverte et gratuite. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors c'est clair que pour l'évaluation, celui qui est jamais là, ça va être difficile de lui donner des résultats. Pour le reste, il faut vous travailler, il faut que vous avanciez. Chaque semaine, on évaluera le travail de chacun. Enfin, chacun évaluera son propre travail face au reste de l'équipe. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça marchera au fur et à mesure. Ça va? A priori, si vous venez chaque fois que vous travaillez, pas de raison que vous ratiez, sauf si vous installez en dessous d'un matelas, sur un matelas en dessous de la table. Mais ça, ce sera difficile puisque vous êtes en gros 10, donc ça va faire 5 par équipe. Si on a un qui dort, ça va se voir assez vite. Alors, donc les équipes sont ici. Donc il y a Samia, Gilles, Maxime, Mohamed, Haroun, Abdelila et Younes, qui ne sont pas là, qui feront partie de l'équipe Jukebox avec Ludovic. Et il y a l'autre équipe, vous me direz si j'ai oublié quelqu'un, Nicolas, Kevin, Siam, Raja, Camille, Romain, Moussa, qui feront partie de l'équipe de Vincent, Chess. On nous a appelés comme ça. C'est pas pour ça que l'application devra s'appeler comme ça, c'est le nom des deux équipes. Après, le nom de l'application, il est encore éventuellement à déterminer, ou à déterminer. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Oui, non, je vais prendre à part, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, non. Alors, la première partie, ça va être la présentation des deux projets, mais comme les deux projets sont différents et pour gagner du temps, ce que je propose, c'est à ceux qui vont faire l'application Jukebox, donc l'équipe 2, donc Samia, Gilles, Maxime, Mohamed, Haroun, Abdelila et Younes, de partir avec Ludo dans un autre local pour avoir les explications de l'application Jukebox, tandis que les autres ici auront le client Vincent qui vous expliquera ce qu'il attend de votre application. Je pense que la salle d'à côté, elle est libre. Je sais plus combien. Je pense, ouais. C'est toi qui as formé les équipes ou non? Oui, c'est moi qui le fais. Il faut que ça soit équilibré. Voilà, vous êtes prêts? 106, c'est bon. Ah, 5. Il en manque un? Non, 5. En fait, officiellement, ils sont 2, 4, 7, mais il y en a toujours apparemment 2 qui sont absents et dans l'autre équipe aussi. Donc ça va faire 2 équipes de 5. La présentation en ligne pour qu'ils puissent avoir accès. Donc bonjour, moi je m'appelle Vincent, je vais me présenter rapidement. Donc
J'ai fait un bac électronique en France il y a une dizaine d'années. Ensuite, je me suis orienté dans le cinéma, cinématographie. Je suis devenu monteur vidéo pendant 3-4 ans, pour la télé principalement. Et il y a 2 ans, je me suis orienté en gestion de projet. Donc voilà, là j'ai un petit projet bénévole en fait. Et avec Rudy, on a discuté que ça pourrait être sympa que vous participiez là-dessus. Donc, il faut que je fasse play. Voilà. Donc, le projet s'appelle Panda ta base. C'est un projet qui consiste en fait à ossériser les parties d'échecs. Donc ossériser, ça veut dire en fait, on numérise et l'ordinateur reconnaît les caractères écrits à la main. Donc voilà, pour des tournois d'échecs. Alors, les avantages de ce projet, c'est que déjà au niveau de la feuille de partie, ça augmente la visibilité. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemblera. C'est une sorte de formulaire. Je vais vous faire passer, s'il vous plaît. Contrairement à ce qui est fait d'habitude, c'est sur des feuilles comme ça, demi-feuilles, donc c'est moins lisible. Moi, je joue aux échecs personnellement, en fait, c'est pour ça que je fais ce projet. Et donc l'idée, en fait, c'est de augmenter l'archivage des parties d'échecs, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans l'oubli, en fait, tout simplement parce que on les archive plus, on les encode plus, parce que maintenant on a des échiquiers électroniques qui détectent les coups. Donc on s'embête plus, on dit les grands maîtres ils jouent là-dessus et tous les autres, les 100, 200 autres, on s'en fout. Donc l'idée c'est de rendre accessible en fait à tous ces joueurs qui participent à des tournois d'échecs, d'avoir un accès à leur partie immédiatement au soir. L'avantage de ça pour eux en fait c'est qu'ils peuvent se préparer pour leur partie du lendemain. Comme ils savent contre qui ils vont jouer, ils peuvent aller consulter les parties du joueur adverse et se préparer. Un peu comme au foot, quoi, comment on se prépare contre une équipe adverse. C'est un peu comme ça les stratégies. Alors je ne sais pas si vous jouez un peu aux échecs, si vous connaissez les règles. Ouais. Qui n'a jamais joué aux échecs? Tu vois ce que... Mais est-ce que vous connaissez un minimum les règles ou pas? Les différentes pièces et savoir comment les pièces bougent? Sinon, jamais. Non, mais moi je ne joue jamais, mais je connais les règles. Comment? Je sais que c'est un peu comme le jeu de... Non, alors tu n'as jamais. On va peut-être faire un rappel alors. Donc voilà, en tout cas c'est un projet super intéressant parce que ça s'est jamais fait, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont créé des petits boîtiers, genre des petits iPhones électroniques qui permettent d'encoder des coups, mais ça coûte super cher, c'est pas du tout répandu ici en Europe. Donc ce serait une grande première de faire un projet comme ça. Donc on va peut-être rappeler les règles aux échecs. Donc ici on a un échiquier, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ceux qui savent jouer un peu, ils voient peut-être le problème, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens, donc il faut le tourner en fait. Ça, si vous créez l'échiquier, c'est con de le faire dans le mauvais sens, donc ça, c'est un truc à retenir. Moi, ce que je retiens, c'est les 2 cases ici qui doivent être blanches. Après, il y en a qui retiennent qu'en bas à droite, ça doit être blanc. C'est important quand même que l'échiquier soit dans le bon sens. Et il y a 64 cases. Et il y a 64 cases. Contrairement aux dames où il y a 100 cases. Oui, voilà, c'est 10 sur 10 dames et échiquier, c'est 8 sur 8. Donc c'est composé de 8 rangées et 8 colonnes et des diagonales ici. Les coordonnées, bon, bah, ça va de A à H pour les abscisses et les ordonnées, ça va de 1 à 8. Ça permet en fait de situer les cases comme à la bataille navale en fait. Si je prends la case E4, donc on prend E ici et 4. C'est aussi simple que ça. Pour G7, pareil, G7. Voilà, c'est comme ça pour toutes les cases. Alors les pièces sont représentées comme ceci, bien souvent. C'est un échiquier 2D. Ça c'est la disposition de départ pour les blancs. Pour les noirs, c'est symétrique. On va voir un peu le déplacement des pièces. Alors le roi, pour ça on va regarder une petite vidéo peut-être. Ils ont représenté son imagination. Voilà. C'est assez original. Bon. Alors le roi il se déplace d'une case sur tous les côtés. La dame, elle va aussi de tous les côtés mais dans tous les sens. La tour, elle se déplace en ligne droite. Le fou, lui c'est en diagonale. Mais ça je sais pas, vous connaissez peut-être pas toi. Hein.
façon, cette présentation, je vous donnerai accès quand vous pourrez avoir plus besoin. Le cavalier, lui, c'est un peu compliqué, il se déplace en L. It needs to be an embodied sense. But for God's sake, you're in the academic world. If anybody could get a grant, if anybody could get this signed off to do this kind of research, it's you. You're in an ideal position for that. I'm not. My employer probably doesn't see any money in what you're talking about. Apparemment, il y a des millions de combinaisons pour faire ça, mais c'est pas évident. Voilà, donc il y a la particularité de s'occuper des pièces aussi. Alors le pion, lui, il ne peut pas aller en arrière, il va d'office en avant. Pareil pour le pion noir, il ne peut pas aller sur la rangée 8, il ira toujours vers le bas. Au premier coup, ils peuvent se déplacer, ils ont une particularité, ils peuvent se déplacer de 2 cases, ou de une au choix, et après c'est tout en une case. Pour les prises, ils ne peuvent pas prendre en avant, ça c'est une erreur que tout le monde fait au début quand on ne sait pas se jouer, ils prennent que sur les côtés en fait. Un coup spéciaux, c'est quand ils arrivent, pour les pions blancs, quand ils arrivent sur la cinquième rangée, et pour les pions noirs, ce serait sur la quatrième. Si un pion à côté, donc ici ça aurait pu être ici aussi, bouge de 2 cases, immédiatement, au coup d'après, les blancs peuvent prendre en passant. Comme ça, donc on prend sur le côté, on tire le pion. En passant. Et voilà, et quand il arrive au bout de l'échiquier, ben, il n'y a plus de cases, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous savez. Alors, on va voir ce que ça fait. Voilà, donc il a mis le pion tout au bout et il met une dame. Généralement on met une dame, hein, mais on n'est pas obligé. On peut vraiment remplacer parce qu'on... On est obligé de promouvoir, de changer de pion, mais on n'est pas obligé de mettre une dame. On peut mettre. C'est un pion qui doit avoir mangé. Non, il faut juste qu'il arrive à l'autre bout de l'échiquier. Mais pour demander le pion, si on a une dame qui retourne sur le parcours, Ouais, tu peux prendre une dame. Théoriquement, tu pourrais avoir 9 dames. Si tu mettais tes vies. Dans les petits jeux pour ça, évidemment, on n'a pas tous les dames. Mais normalement, pas dans les règles. Ce qu'on fait quand on joue, généralement quand on n'a pas de deuxième dame, si c'est pas fourni, on prend une tour qui a déjà été prise et on la retourne. Comme ça, on s'est repéré que c'est une dame. Donc voilà, l'enfant a perdu parce que la dame a pris l'autre dame. Donc voilà, ça peut être aussi une tour, un fou ou un cavalier. Bon, ça arrive quasiment jamais, c'est pas une dame. Si on prend un tour, un fou ou un cavalier, c'est très particulier, c'est pour éviter de faire patte, en général. C'est souvent ça. Le roc, donc petit roc, le roi bouge de 2 cases et la tour va derrière. Et pour le grand roc, je vais remettre, là c'est toujours pareil, le roi va de 2 cases et la tour derrière. Donc là, il ne faut pas se tromper, c'est un peu différent. Souvent au début, on fait l'erreur avec le grand roc, on veut mettre le roi en B8. Mais il faut, voilà, c'est pareil. Il faut qu'il y ait aucun pion. Voilà. Il faut qu'il n'y ait aucun pion, il ne faut pas qu'il y ait de pièces entre eux, il ne faut pas qu'il y ait des mises en échec au passage. Ici, si le roi allait sur sa case, il y a la dame qui contrôle, il ne peut pas. En haut, la tour, elle contrôle la case B8, mais le roi ne passe pas devant. Donc là, il peut roquer en haut. Ici, il est en échec, donc il n'a pas le droit de roquer. Interdit. S'il est en échec, pareil. Ici, ils peuvent roquer, par contre le pion, lui, ne peut pas bouger. Il est cloué. On appelle ça cloué parce que s'il bougeait, le fou prendrait le roi. Donc, ça c'est le clouage. Alors, échec et mat, voilà, c'est ça tout simplement. Le roi n'a plus de cases. Et la dame l'attaque, il ne peut plus bouger. Et s'il prend la dame, le roi va le reprendre. Donc, c'est échec et mat. Alors, généralement, quand on fait échec et mat, on est content. Congratulations. Et enfin, une citation particulière, le pat. Donc là, en fait, les blancs jouent un mauvais coup de pion. Les noirs n'ont plus aucun coup légaux, en fait. Ils ne peuvent pas avancer les pions, ils sont bloqués. Et le roi, il ne peut pas bouger parce que partout où il bouge, en fait, toutes les cases sont contrôlées par les blancs. Donc ça, c'est une citation de pat. C'est un match nul, là.
Ouais, c'est match nul, c'est ça. Alors, vous connaissez, vous savez jouer aux échecs. Là. On va voir la notation, comment ça fonctionne. C'est quand même ça le projet, le sens du projet. Donc, les feuilles de partie, c'est ce que je vous ai montré. Ça, c'est le haut de la feuille de partie. On a des informations ici, des données, la date, le numéro de la ronde, si c'est la première partie du tournoi ou la dernière, la 9e. Généralement, c'est 9 parties. Le numéro de la table, le tournoi, donc le nom de l'événement. En général, c'est la ville. Blanc, c'est pour mettre le nom du joueur des blancs. Noir, c'est pour mettre le nom des joueurs des noirs. Elo, c'est le classement. Donc, c'est un nombre à 4 chiffres qui définit le classement du joueur. Cercle, bon, ça, c'est pas obligé, c'est le nom du club. Ouverture, ça aussi, c'est pas obligé, on remplit pas généralement, c'est le nom d'ouverture. Il y a plusieurs noms d'ouverture d'échecs, c'est pas important. Et rythme, c'est la cadence, en fait, c'est le temps. Bon, ces informations-là, elles sont pas importantes. Et ensuite, en dessous, ici, on a la liste des coups, avec d'un côté les blancs et les noirs. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'un coup, c'est un coup blanc et un coup noir, ça fait un coup. Donc, en fait, quand un des joueurs joue, c'est un demi-coup, en fait. Il faut qu'il y ait eu les blancs et les noirs, et là, on dit que c'est un coup, et on passe au suivant. Voilà à quoi ressemble une feuille de partie. Bon, celle-là, je l'ai prise sur Internet, c'est pas très très bien écrit, mais ça reste lisible. Par contre, si on met ça en reconnaissance, à 0, quoi. Le but de l'application, c'est de lire cette feuille. Ouais. Ah, donc si l'autre écrit s'il écrit mal. Ouais. Ça, c'est sûr que ça va pas fonctionner si. Vous ne devez pas vous occuper de cette partie. Il y a un programme qui fait. Ah, mais ok, nous, on ne doit pas implémenter un. Non. Ça, c'est. Il y a un programme qui. Faire un OCR, c'est un petit peu exagéré. Puis ça existe, c'est dur de refaire ce qui existe. Alors, il y a une convention en fait pour la notation des coups. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Un coup se compose d'un coup blanc et un coup noir. Pour déplacer un pion, on note juste la case d'arrivée. Donc, comme ce que j'ai expliqué au tout début, on note l'abscisse et l'ordonnée. Si on bouge un pion, on note juste la case d'arrivée. On ne va pas écrire un P majuscule pour préciser que c'est un pion. S'il y a juste la case, on sait que c'est le pion. Si le pion prend une pièce, on va juste noter sa colonne de départ et la colonne de la pièce où il prend. Vu qu'il prend tout le temps en diagonale, ce sera toujours deux lettres qui vont se suivre, finalement. AB, GH, ED. S'il prend en passant, on note une petite indication en plus. Mais... S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à intervenir, me dire, comme ça je peux préciser sur le moment. Donc là, quand le pion est promu, on précise ce que c'est. En général, on met égal avec le signe dame, un grand D. Il y a des joueurs qui oublient de le faire, mais bon, ça c'est pas très grave. Généralement, c'est une dame. On sait que c'est une dame. Pour les autres pièces, on note en fait la première lettre majuscule du nom de la pièce. Donc, C pour cavalier, F pour fou, D pour dame et R pour roi, et la case d'arrivée. Si la pièce en fait prend une pièce adverse, là on rajoute un X entre les deux pour préciser que la pièce capture une pièce. Donc ici c'est le cavalier prend la pièce sur la case de 2. On ne sait pas quelle pièce, mais dans la partie d'office on le sait. J'ai mis... Pirates, comment c'est? Parce que des cavaliers, on en a deux. Comment c'est? Ouais, bah justement. S'il y a deux... Tu vas trop vite. Si un cavalier peut aller sur la même case, comme dans ce cas-ci, en fait, on précise soit l'abscisse ou l'ordonnée qui permet d'identifier le cavalier. Donc ici, si on voulait mettre le cavalier B sur cette case, on écrivait donc CD pour dire cavalier B qui va en D2. Pour le cavalier F ici, on écrivait CF en D2. Ici, c'est la même chose, sauf que la différence, c'est ils sont tous les deux sur la colonne D, donc d'office, on doit préciser par la rangée, soit la rangée 2 ou la rangée 4. S'il prend un pion, on en trouve X. Ouais, en plus. On pourrait même encore ajouter des échecs derrière. Ça pourrait aller, ouais.
Alors en fait, ce genre de situation, c'est pour les cavaliers et les tours. Généralement, c'est ça. La tour, c'est pareil, c'est le même principe. Ça se découvre vraiment. Très peu de chances que ça arrive. Les dames, à la rigueur, s'il y a plusieurs dames, s'il y a 2 dames, elles peuvent aller sur la même case, donc il faut préciser. Là, il y a 3 dames, ça n'arrive jamais, quasiment jamais. Il faudrait préciser en l'occurrence que c'est la dame en A5, parce que s'il y a une dame sur la même colonne et la même rangée, ça c'est vraiment des cas d'exception qui n'arrivent pas. Pareil pour les pions. Les pions, ça n'arrivera pas, mais ce serait possible. Et les fous, on ne va jamais promouvoir déjà un pion en fou, improbable, et en plus il serait sur la même diagonale, la même couleur. Parce que les fous au départ sont sur des diagonales de couleurs différentes. Donc ça c'est vraiment des coups improbables, mais ça peut arriver. Le petit rock, ça se note avec 2 grands O. Ce n'est pas des zéros, c'est des O. Pour le petit rock, c'est 2 grands O, et pour le grand rock, c'est 3. Si un joueur propose nul, un joueur peut proposer nul après avoir joué son coup, il peut proposer ça 3 fois dans la partie. On le précise sur la feuille de partie en mettant un égal entre parenthèses, juste après le coup qui est joué. Quand on fait un échec, on doit noter un petit plus à la fin du coup. Échec et mat, généralement on note 2 plus, mais on peut mettre aussi un dièse. Le pat, on écrit pat, il n'y a pas de fou, c'est partout nul. On peut écrire dans sa langue natale pour les noms des pièces, ou aussi en anglais. Voilà. Est-ce qu'un chinois va... Alors là. Bon, il y a juste la notation algébrique donc sur des feuilles en écriture, elle ressemble vraiment très très fort, c'est quasiment la même chose à la convention des fichiers numériques qui permettent de retranscrire une partie. Et juste pour les prises de pions, comme je l'ai dit, les pions, donc on note juste la colonne de départ et la colonne d'arrivée de la prise. Dans le fichier numérique qui s'appelle PGN, Portable Game Notation, on ne va pas écrire DE, par exemple pour un pion qui est sur la colonne D qui prend une pièce sur la colonne E, on va écrire D prend E et le nombre, le numéro de la rangée. Donc ça peut être D prend E4. Ça c'est dans le fichier informatique et ça c'est ce que les joueurs vont écrire. Ouais. Donc ça va être le truc compliqué parce qu'en fait il faut savoir le joueur va écrire DE mais le programme il ne saura pas si on met DE ça va pas marcher en fait. Il faut que le programme puisse savoir, en fonction des coups qui ont été joués, quelle est la rangée le pion sur la pièce. Ça, c'est le tournoi de Capelle-la-Grande qui a lieu le mois prochain. C'est un tournoi qui réunit une 50aine de nationalités différentes. Il y a des Chinois aussi. C'est dans le nord de la France. Donc voilà, on a ici différentes notations de tous les pays. Donc on voit que chinois, tout ça on peut oublier. Le grec aussi, hébreu, grec, ça sert à rien de s'aventurer là-dedans, je pense. Ouais, je crois que le grec, comme ça c'est compliqué. Alors il existe des convertisseurs qui permettent de convertir des fichiers PGN d'une langue dans une autre, tout ça. Mais bon, ça c'est vraiment si on fait français et anglais, c'est bien. Ça, c'est un exemple de fichier PGN, donc le fichier informatique qui retranscrit la partie. Donc, c'est comme la feuille de partie. Ici, on a les indications, donc le nom de l'événement, la date, le numéro de la partie, le nom des blancs, le nom des noirs et le résultat. Il manque ici le classement est bon. On pourrait avoir une multitude d'informations, mais ça, c'est vraiment les informations de base, on va dire. Le nom des joueurs et le résultat. Alors, de serialisation, ICR. Donc, en fait, il y a une différence, c'est que OCR, la serialisation, c'est surtout pour tout ce qui est caractères dans les livres, pas des caractères manuscrits. Optical Character Recognition. C'est la reconnaissance optique des caractères. Et ICR, c'est la même chose, mais que c'est intelligent. C'est-à-dire qu'il peut reconnaître de l'écriture manuscrite. Il peut aussi s'adapter en fonction... Généralement, on dit qu'il peut développer la reconnaissance au fur et à mesure qu'il scanne, mais c'est trop compliqué.
Il existe deux programmes, comme Apple contre Samsung ou GeForce contre Radeon. Voilà. Moi, celui que j'utilise, c'est Abi FlexiCapture, parce qu'il y a une interface. Parascript, c'est la même chose, sauf que c'est en kit de développement. J'ai un bon contact chez Abi, qui m'a donné des versions d'évaluation pour faire ce projet bénévole. Chez Parascript, je les ai en contact, mais le gars, il ne m'envoie jamais de démo. Je ne peux pas avoir un kit de développement si vous. Enfin, je ne sais pas si vous sauriez faire ça en plus. C'est assez complexe, je pense. Oui, je ne sais pas. Non. Quand il y a un kit de développement, c'est compliqué. Rentrer dans le sport, mais je pense que si tu es parti suffisant. Oui, c'est ça. Voilà, donc ici, ça explique la sérisation. On doit écrire plutôt en écriture foncée. Bon, ça, les joueurs, ce sera précisé sur la feuille. C'est un scanner en 300 dpi. Et pour en fait augmenter les chances de reconnaissance, on ne va pas dire qu'il y a des lettres Z, W, tout ça par exemple. On va limiter le paramétrage des lettres de l'alphabet. Pareil pour les nombres, on pensait juste qu'il n'y aura pas de 9 et de 0. Voilà, puis on va mettre des règles d'autocorrection, de validation. Ça, c'est inclus dans le programme. Mais il y a d'autres règles qu'il faudrait rajouter, mais là, ça nécessite de la programmation. On peut faire des scripts, ça on verra à la fin. Voilà donc la feuille que je vous ai fait passer tantôt. Normalement, là c'est parce que l'écran il est fort blanc, mais normalement le fond est gris, si vous voyez, pour distinguer les champs. C'est plus ou moins, donc c'est un formulaire tout ce qu'il y a de basique, il y a juste le nom du tournoi qui est déjà écrit, c'est exactement les mêmes informations qu'on avait sur la feuille de base. Il y a une petite indication en haut, tout ça, il faudra que je la refasse en fonction de la partie pour les échecs. Et en bas, on peut inscrire les résultats. Alors les joueurs doivent signer aussi. Il y a un champ pour qu'ils puissent signer et mettre ici cocher aussi s'ils veulent recevoir la partie par email. Start. Ça, c'est le scanner qui sera utilisé. C'est un scanner silencieux. Oh. Dans un tournoi, au mieux. ポイッと。はーい、こんな感じでね、みかんちゃんも。Et puis sérieusement, c'est pas mal ce scanner parce qu'il permet de scanner 2 pages A3, A4, l'équivalent d'une page A3 en même temps, et très rapidement. Étant donné qu'il y aura 2 formulaires, vu qu'il y a les joueurs blancs et les joueurs noirs qui suivent la même chose, ça permet de scanner et d'avoir tout de suite... On voit un peu à quoi ça ressemble, si le joueur s'applique un minimum. Un minimum, on verra. J'ai aucune idée, peut-être que... on va faire comme des cochons, mais tu sais. Peu importe finalement, on verra bien. Voilà, et voilà une fois que c'est ossérisé, on a des champs ici qui sont reconnus. Donc pour l'écriture manuscrite des champs hauts, souvent il y a des erreurs dans les emails parce que c'est en plus petit. Et tout ça, finalement, c'est pas très grave parce qu'on sait réencoder, ça va vite à faire. Ce qui est important, c'est la feuille de partie. Et ces informations-là sont aussi enregistrées dans le logiciel de l'arbitre. Les informations les plus importantes, c'est celle-ci, en fait, c'est celle du lissage des coups. Donc on a la partie des joueurs blancs ici et la partie des joueurs noirs. Donc on voit des fois, par exemple, ici j'ai noté donc en fait quel coup c'était E4. A4, c'est une partie fictive, je pense. A4, ouais. Et alors c'est reconnu. Donc ici on pourrait rajouter un champ disant, là il a reconnu le même champ, ce champ-là je le valide, c'est bon. Après dès qu'il y a une erreur, là il indique, parce que j'ai mis une règle de vérification, que ce champ-là correspond à celui-là. Ici il a reconnu un D, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il était au deuxième coup des noirs, donc c'est ici, voilà, j'avais fait une rature. Du coup la rature il compte ça comme un D, donc c'est une erreur. Il faut corriger en fait, à la main. Est-ce que vous comprenez ce truc-là? C'est vraiment le truc important du logiciel en fait, qui permet de... En fait, si vous voulez, sur la feuille, on met des sortes de rectangles qui sont des zones de détection. Par exemple, ici, pour les signatures, je vais passer à... Alors, je n'ai pas mis la page suivante dans ce cas-là. Par exemple, pour les dates, ici, c'est reconnu comme un champ date. Pour les champs de table, c'est reconnu comme des champs numériques. Il ne peut y avoir que des chiffres. Donc,
pour chaque champ, en fait, on peut mettre des contraintes qui permettent de faciliter la détection. Qu'est-ce qui peut déconner dans l'ossérisation? Ben voilà, ici, il y a un exemple qui est parlant. C'est ici, on ne sait pas en anglais si c'est dire ou clear, voilà, parce que ça pourrait ressembler à un dire, en fait. Donc c'est ici qu'on voit des problèmes dans l'écriture manuscrite qui pourraient arriver dans la notation. Voilà en zoomé ce que ça donnait. Et ici on a la fin. Bon, j'ai fait des petits dessins pour les signatures. Alors, si on regarde à droite, je m'étais appliqué ici à bien écrire dans les zones. Et à gauche, j'avais débordé, je ne m'étais pas trop appliqué. Et en fait, avec quelques règles d'autocorrection, j'arrivais à 88% à droite de taux de réussite, ce qui est pas mal. Par contre, à gauche, je ne m'étais pas bien appliqué, j'avais débordé tout ça, et là, j'arrivais qu'à 20%. Il y avait pas mal de petites erreurs sur la feuille de gauche. Et ils écrivent la même chose. Je ne sais pas si... ça va. Alors, pour programmer les scripts, on a plusieurs langages. Il y a JavaScript, C#, Visual Basic. On peut connecter à une base de données aussi, Oracle, etc. Supposons qu'on sait faire une base de données qui arrive à répertorier les coûts valides, par exemple. Je ne sais pas si ça peut servir. Et pour l'exportation, on peut exporter en plusieurs formats, en XML, en Excel, en fichier texte, et en fichier base de données. Qu'est-ce qui sera mieux si c'est d'exporter un XML ou autre chose. Alors au niveau de l'ergonomie, toujours lui. This one killed me yesterday. Also, the pieces on the board move too slowly. It's distracting. Can you be sped up? Grandmaster Sanderson, there are 5 other players now. If we were to accede to every special request... I'm not asking anything special. I just want to be able to concentrate. David? No problem. Just a matter of adjusting the response time. Can you make it so they don't slide across the board? Well, if I do that, the audience is going to have a difficult time following the move. Okay. Well, can you speed them up then? Okay. C'est un thriller, il y a des meurtres. Et, le meurtrier, c'est un politicien. That looks pretty good. Salaud. Méfie-toi, c'est tous des psychopathes, les informaticiens. Ouais. Je sais pas. Donc, en quoi ça va consister? Donc, il y a le tournoi de Capelle-la-Grande, je vous ai montré la photo, qui a 500 joueurs, ça c'est le mois prochain. Ça sera beaucoup trop rapide dans un mois pour mettre ça en place, surtout avec toutes les nationalités qu'il y aura. C'est chaque jour 250 parties en codé, c'est vraiment trop gros et trop rapide pour commencer ça, même si ce serait possible. Par contre, au mois de mai, j'ai mon club qui organise un tournoi avec 200 joueurs, donc c'est dans 3 mois. Français? Ouais, français, à Lille. Je suis originaire de Lille, donc je joue là-bas en fait. Et eux sont d'accord de proposer ça aux joueurs qui le souhaitent, d'essayer ce formulaire pour enregistrer les parties. Alors, ça c'est dans le meilleur des cas, je ne sais pas si c'est faisable avec les interfaces de script, JavaScript, tout ça. C'est quand on check les coordonnées, parce qu'il y a toujours un check manuel qui doit se faire. Quand il y a des ratures, il faut toujours vérifier quand même que c'est bon. Idéalement, ce serait bien que ça soit coupé à une sorte d'échiquier, et quand on fait genre touche espace ou suivant, on voit les coups sur l'échiquier qui défilent. En même temps, ça permettrait pour un joueur d'échecs qui connaît comment les coups de savoir s'il y a une erreur ou pas, plus facilement que juste en lisant les coups. L'idée, c'est qu'il y a un site internet qui sera créé, où les joueurs pourront télécharger les parties. La plupart des forts joueurs ont leur propre logiciel de visualisateur de parties d'échecs, avec toutes les fonctions. Donc, il suffit qu'ils téléchargent les parties et c'est bon. Mais ce serait... Donc en fait, l'intérêt, ce serait qu'un joueur puisse voir une partie que 2 autres joueurs ont fait. Oui, ou la sienne, exactement. Ou l'ancienne. Celle qu'il vient de faire dans l'après-midi, s'il veut l'analyser au soir en rentrant chez lui, il n'a pas besoin de réencoder s'il a oublié. Si ce n'est pas un joueur très bon, il peut oublier quelques coups, il doit ressortir sa feuille, tout ça. Donc là, c'est facile, il rentre,
il a tout de suite le moteur d'échec, il peut voir s'il a fait des erreurs, on va voir avec sa partie directement. Mais alors, sur le site internet, même s'ils peuvent télécharger, regarder sur leur iPhone, tout ça, leur ordinateur, ce serait pas mal qu'il y ait un petit échiquier pour les gens qui veulent juste checker comme ça vite fait. Un échiquier très simple où il y aurait juste une fonction de recherche pour trouver le joueur. Et voilà. Donc c'est dans une sorte de petit cahier des charges que j'avais mis. Donc voilà, il y aurait des scripts d'autocorrection à faire et de validation. Comme ce que j'ai expliqué pour les pions, les prises de pions, ça c'est vraiment un problème. Parce que ça marcherait s'il n'y avait pas ce souci-là, le programme pourrait déjà fonctionner en fait. Sans aucun script en plus. Ça c'est vraiment un truc gênant pour l'encodage. Parce qu'il faudrait à ce moment-là absolument avoir un échiquier à côté pour savoir quelle est la rangée que le pion a pris. Mais il y a plein d'autres trucs. L'idéal, en fait, ce serait qu'à chaque fois qu'un coup est joué, ça soit enregistré dans une sorte de script qui sait que, par exemple, si j'ai déplacé le cavalier au premier coup, et bien qu'au coup suivant, je peux le déplacer. Il y a une liste de coups légaux, en fait. Donc ça limite le champ de dictionnaire. En général, il y a une trentaine de coups possibles. Le premier coup, il y a 20 coups possibles. Il y a les pions qui peuvent aller d'une case ou deux. Donc ça fait 8 fois 2, 16, et les cavaliers qui vont de 2 cases. Donc ça fait 20 coups. Après, forcément, quand on bouge des pions, ça ouvre des lignes pour les fous, les dames, et les pièces ont plus de degrés de liberté. Et en général, on arrive à une trentaine de coups en moyenne. On pourrait même imaginer que le script saurait plus ou moins quels sont les meilleurs coups les plus probables. Si c'est des coups plein une sorte d'ordinateur, il pourrait faire un scan dans l'ordre comme ça et avoir plus de certitude sur quel est le bon coup. Mais ça, je sais pas voilà. Tout ça existe dans des librairies, dans des trucs JavaScript, tout ça, mais mettre ça, l'intégrer dans les scripts ici, je ne sais pas quel est le degré de complexité en fait. C'est un peu de la télé. Oui, mais sûr, ceci dit, c'est pas non plus là, c'en est c'est une forme. Ça devient une forme d'intelligence légère, mais ça devient ouais, en fonction de. Ouais, le but, c'est pas non plus d'avoir quelque chose qui soit obligatoirement fini jusqu'au bout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui tourne et qui soit déjà utilisable. Après, plus vous aurez intégré de fonctionnalités, mieux ce sera. Mais voilà, après, il y aura ce qu'il y aura et rien ne vous empêche de garder éventuellement ce projet-là pour l'année prochaine, pour faire autre chose. Il faut voir parce que en fait, ce projet, le programme, que ce soit à BI ou Parascript, les deux, ça revient à 3 000, 4 000 € par an. La licence, c'est vraiment cher. Enfin, pour quelqu'un qui fait bénévolement ça comme ça, il faudrait que les fédérations ou des sociétés privées qui font du business avec ces parties d'échecs archivées achètent ce projet et achètent une licence. Mais là, bon, voilà, c'est juste un essai. Il y a vraiment quelque chose de concret derrière. Et il y a des résultats mesurables qui pourront être faits. Donc l'idée, il y a 3 choses en fait. C'est améliorer la reconnaissance vraiment pour qu'on arrive presque à 95%, même 99%, si on écrit bien. Deuxième chose, c'est avec ces données, en fait, il faut en faire un fichier PGN. Donc on a plusieurs formats d'exportation. Il faut retranscrire ça sous forme de PGN, faire une sorte d'automation en fonction des données qui ont été recueillies. Pour que ça ressemble au PGN et que ça soit validé par des visualisateurs d'échiquier, de parties. Et dernière chose, c'est au niveau du site, mais ça je peux peut-être aussi le gérer, donc créer une base de données, ce serait pas mal. Avec les joueurs, comme ça, dès qu'une partie, parce que les parties ça peut durer 4 heures, 5 heures, il y en a qui se terminent après 1 heure, donc dès que la partie est finie, l'idée c'est que moi je suis à côté de l'arbitre, les feuilles de partie sont rendues à l'arbitre qui encode le résultat, et moi je récupère les feuilles de partie, et au fur et à mesure qu'elles arrivent, je les encode et elles arrivent sur le site internet. Ça c'est l'idée. Après il y a autre chose, si c'est trop compliqué de faire une base de données, on peut tout encoder, toutes les parties, dans un seul fichier PGN et envoyer ça le soir à 20h, 19h. Et les joueurs savent. Il y a 2 méthodes. Ils scannent, mais ça aide en fait. Si tu veux, c'est une aide finalement. Et l'idée, c'est que plutôt que tu passes 5 minutes à décrypter l'écriture de quelqu'un que tu
qui est mal écrit, que tu n'arrives pas à refaire la partie, que ça te prend 5 minutes fois 200 dans la journée, si tu es tout seul, c'est pas possible, tu ne fais pas tout. Donc là, l'idée, c'est que c'est vraiment un outil qui t'aide, le scanner, au lieu de passer 5 minutes, tu vas passer peut-être 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Quoi. Et surtout que la feuille abondante, puisqu'il y a 2 feuilles identiques, les 2 joueurs vont mettre une feuille, voilà. une feuille identique. Ils écrivent là. Donc les deux reçoivent cette feuille, oui. Voilà. Il y en a un écrit chez le blanc. Non, ils écrivent le coup des 2. Les 2. Ouais, donc ça veut dire que, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à la fin, tu as 2 fois la même chose, enfin écrit différemment. 2 fois le même formulaire, tu as juste l'adresse email qui change. C'est pour ça que une des premières choses à faire, c'est regarder, c'est austériser ce qui se trouve chez l'un, chez l'autre. Si vous trouvez la même chose, c'est bon. Ça, c'est ce que j'avais. Si vous ne trouvez pas la même chose, comme il disait, il y a des coups, enfin vous allez peut-être repérer un coup qui n'est pas possible, et chez l'autre, pas un coup possible. Donc c'est probablement l'autre. Voire éventuellement avoir 2 ou 3 possibilités par rapport aux 2, et après, voilà, les proposer, et celui qui valide, tu vois, il faut quelqu'un qui soit effectivement derrière, qui dise ok, c'est le premier, ok, et celui-là il ne le reconnaît pas, ok, je joue encore. Et puis, voilà, c'est ça, tu tac. Finalement, il n'a peut-être plus que. C'est ça, voilà. Oui, il y a toujours un humain qui doit superviser. Et dans ces logiciels aussi, il y a un apprentissage. C'est le logiciel. En fait, c'est le logiciel qui prépare ce formulaire. Donc ça veut dire qu'il sait exactement ce que tu vas écrire où. Donc lui, quand tu le scannes, il reconnaît ce qu'il a créé, le logiciel, et donc il sait qu'à cet endroit-là, il va trouver telle ou telle chose. Donc en fait, ça c'est une feuille de partie, et ça c'est l'autre feuille de partie. C'est 2 fois la même chose. Toutes ces informations-là, c'est pareil. En haut aussi, c'est pareil. Il y a juste l'email qui change, et l'indication, le joueur indique qui il est, qu'on sache qui il est, s'il peut recevoir des informations. Vous voyez, il y a clairement plusieurs parties dans l'application. Il y a la partie socialisation qu'il faut ici, à l'intérieur de ce logiciel, qu'il faut superviser. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'écrire du code dans ce logiciel pour automatiser certaines tâches. Après, il y a plusieurs trucs qui sont faisables via l'interface du programme. Par exemple, j'ai mis des règles d'autocorrection. Les D, il reconnaît les O pour les petits grands rocs. Il reconnaissait ça comme des D majuscules, comme le D de dame. Donc ils faisaient D majuscule tiré D majuscule. Alors moi je lui ai dit, si tu vois ça, tu changes par O majuscule tiré O majuscule. Donc ça fonctionne. J'ai mis aussi des champs de comparaison entre les deux. Donc quand c'est pas la même chose, c'est ce que je disais tantôt. Bon là j'ai rajouté des noms quand j'ai listé ce qui n'allait pas. Mais dès qu'il y a un petit tiret, en fait si je clique, il va me proposer le choix d'à côté. Et l'idée en fait c'est que s'il y a une erreur, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on est là, en fonction de... Donc ici c'est correct, jusque-là c'est correct. On arrive au deuxième coup, des noirs qui jouent ici à 5. Là c'est pas bon, il y a une erreur. Donc ce serait de savoir quels sont les coups possibles en fait. Ça permet déjà de limiter le dictionnaire, donc d'augmenter la reconnaissance. Et ça permet aussi de valider la partie. Parce qu'en la lisant comme ça, s'il n'y a pas un échiquier à côté, moi je vais corriger les coups, si c'est mal écrit, je vais peut-être faire une erreur, et le PGN, s'il y a une erreur, il va dire, bah, 20e coup, je bug, je ne sais pas quel est ce coup, c'est mal encodé. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses, c'est intéressant, après je ne sais pas au niveau de la programmation exactement la complexité que prend chaque script, mais voilà. Ah bah, ça rejoue toute la vidéo. Voilà, en gros, après, bon, voilà, ça c'était ce que j'avais fait, qui décrivait le déroulement. L'arbitre, c'est ce que j'ai dit, il encode le résultat, il donne la feuille, moi je le sérise, j'envoie la partie sur le serveur, les joueurs ils reçoivent un mail disant que leur partie est accessible, 10 minutes après qu'ils aient joué, donc ils peuvent déjà l'avoir sur leur téléphone s'ils ont une connexion 3G. Soit ils s'enregistrent ou ils se loguent sur le site, comme ça. Bon, ça c'est des fonctions qui pourraient arriver après, c'est pas... On fait juste consultation au début, comme ça limite le truc. Voilà, c'est le diagramme d'activité ici.
Bon, j'ai mis un champ en fait parce qu'il y a des joueurs qui se disent oh, moi j'aime pas que ma partie soit sur internet, j'aime pas que les joueurs puissent voir ce que j'ai fait. Au niveau de la Fédération internationale des échecs, les feuilles de partie appartiennent aux arbitres. Donc en fait les joueurs peuvent rien dire. Mais l'idée c'est de rien imposer ici. Donc si je dis aux joueurs soit vous choisissez ça, donc ça en fait c'est la copie carbone, hein. Il y a un double en blanc, on met un propre ici. Ou le formulaire, s'ils choisissent le formulaire, c'est qu'ils sont pour le projet normalement. Donc c'est peut-être quelque chose d'inutile en fait de leur demander s'ils veulent recevoir la partie par sur le site. Je sais plus où j'ai mis ça. Voilà, et ça c'est pour la base de données. Il y a peut-être des erreurs en terminalité. C'est leur problème. Voilà. Si vous avez des questions. Nous, le travail, c'est de recevoir ça, cette feuille de partie. Ouais, ça sera scanné. C'est scanné. C'est scanné, tu reçois les données. On reçoit le résultat du scan sous un autre format ou sous le format... Bah alors, c'est là le truc, soit vous intervenez directement avec la fonction script ou connexion à une base de données du programme. Et là, je peux vous avoir des licences d'essai de 2 mois sur ce même programme. Donc, il y aurait juste à mettre les quelques fichiers de réglage que j'ai fait. Et là, vous pouvez programmer, faire des scripts directement dans la console qui est prévue, en choisissant le langage. Ou alors, soit on exporte les données, et là, le traitement est fait après. Mais par contre, le problème avec ça, c'est que moi, il faudrait que j'ai un contrôle aussi, parce que s'il y a une erreur dans le traitement qui est fait après, il faut que je puisse encore corriger. Donc, l'avantage, c'est que dans le logiciel, je peux faire un scan. Si j'appuie sur Tab, il va me scanner tous les champs en zoomant très fort sur la partie qui est détectée. Donc moi, ça me permet de très facilement corriger sur un écran 20 pouces. J'ai aucun souci à faire ça. Donc ça, c'est à voir. Qu'est-ce qui est... les mouvements, mais qu'on est sûr qu'ils sont corrects. Non. On doit aussi faire la correction. Donc il y a une partie du code qu'il faudrait écrire à l'intérieur de ce logiciel, mais c'est du C#, JavaScript, il y a plusieurs langages. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui va travailler sur cette partie-là, de façon à ce que l'export de la partie soit le meilleur possible. Mais le problème, c'est que le logiciel, en l'occurrence, ne sort pas un fichier PGF, un fichier échec. Il va sortir du full text, il va sortir du XML, il va sortir autre chose. À vous de décider. Mais par exemple, si vous sortez du XML, du coup, vous n'avez plus qu'à faire un parseur XML, un petit logiciel qui va transformer ce que votre code va sortir en XML pour le sortir en PGN. Après, ce fichier PGN, il faut pouvoir en faire un éplat dans une base de données et que tout aille se mettre au bon endroit, puisque vous avez vu que ce fichier contient le nom des joueurs. Ouais, je peux le remettre peut-être. Il peut servir le fichier XML peut déjà servir comme sorte de base de données. Ah, il pourrait, oui. Aller relire l'attente. Oui, on pourrait faire une pierre de coups. Mais l'avantage, quand vous avez le fichier PGN, c'est que ce fichier, vous donnez à n'importe quel logiciel standard et il lit. C'est toujours, je pense, intéressant de le garder tel quel, parce que du coup, il y a des lecteurs de fichiers PGN un peu partout, sur des smartphones, sur Internet. Les joueurs peuvent juste télécharger le fichier PGN qui contient toutes les parties, genre de la première ronde. Il contient les 200 parties, il télécharge, en 2 secondes, il a toutes ses parties sur son iPhone. Il peut tout visualiser. Donc ça veut dire que sur le site internet qui présente le tournoi... Ça, c'est le PGN. Voilà. Ça, en fait, il peut même lire s'il n'y a pas toutes ces informations. S'il y a juste ça, supposons... bon, après, il faut savoir identifier quand même à qui appartient cette partie. Mais s'il a juste ça, le lecteur sait bien la partie d'échec. En fait, ce qui est juste rajouté, c'est les nombres des coups. Donc 1, le coup blanc, le coup noir, E4 et E5, 2, 3, etc. Il y a juste cette information qui a... Toujours les blancs qui commencent aux échecs. Moi, je n'avais pas précisé, non, mais c'est vrai. Je ne sais pas, moi, quand je joue, Aux dames, on peut choisir, je crois. Je ne sais plus.
Donc voilà. De toute façon, si vous avez moins de questions pour tout ce qui est par rapport aux échecs ou machin, j'ai mon email que vous pouvez m'écrire, pas de souci. De toute façon, je viendrai tous les vendredis. Hein. Je viendrai tous les vendredis, comme ça, s'il y a des questions, je peux peut-être orienter mieux sur ce que vous faites. À un moment donné, peut-être, parce que... Ouais, ce serait mieux. Il existe plusieurs au moment où vous prenez ça. Si un 10 match est un peu possible, un peu pas possible, au moins il fait quelque chose. Ouais. Et ça il y a plusieurs librairies qui existent déjà où tu appelles la fonction quels sont les coûts possibles, il te fait un listage de tout ce qui est possible, tu vois, en fonction de ce qui a été fait. L'idée, c'est pas de créer ça, c'est de le réutiliser pour. Peut-être qu'il y a quelque chose. Faire une analyse de l'existant, justement, trouver les librairies en fonction des langages ou des technologies que vous allez utiliser qui vont vous aider à faire tout ça. J'ai quelques liens de programmes ou des librairies JavaScript qui font ça. Après, c'est à voir ce qui est le plus simple pour vous aussi. L'essentiel, c'est que ça marche. Après, s'il y a des choses qui ne sont pas faisables ou qui sont trop compliquées, tant pis. Le truc le plus important, finalement, c'est ce que je disais, c'était pour la prise des pions. S'il y a ça qui est fait, ça peut déjà fonctionner, en fait. Il y avait l'idée des QR codes aussi. Oui, ça, c'est une autre idée. Donc, pas une autre, c'est une idée en plus. En fait, c'est la continuité de ce projet. C'est qu'une fois que la partie est faite, si on n'a pas Internet, si on n'a pas de connexion, tout ça, mais qu'on a un iPhone avec un lecteur de code QR, on scanne le code QR, le QR code, et la partie est intégrée dedans. Le souci, c'est que si on met ça dans un QR code, le QR code, il va faire 8 cm, il va être trop gros, quoi. Donc ça va marcher, c'est bien, mais si on veut le mettre dans un petit bouquin pour faire genre, comme ça existe déjà en fait dans des revues, mais sauf que les petits QR codes qu'ils mettent de 2 cm, c'est pas des parties intégrées, c'est des liens qui redirigent vers un serveur internet. Donc ça peut être chouette de mettre ça dans des livres, ou même si la partie est faite, hop, j'imprime le QR code, je le colle sur la partie limite, comme ça si je la retrouve dans ma feuille de partie dans 5 ans, je fais un album, je peux scanner, comme ça je vois mes parties. Donc ça, en fait, il y a du travail de compression à faire, et je travaille aussi sur ça. C'est sympa, c'est d'avoir un lecteur de QR code qui permet de jouer une partie simplement en lisant sur un smartphone. C'est aussi une des... S'il y a le temps, c'est aussi une des choses. Vous êtes à 5. Les 5, ça dépend des jours. Oui, enfin là, c'est 5 stades, je pense. Et comment ça se passe? Vous venez tous avec votre ordinateur, en fait? Oui, tout. Ouais. Il faudrait peut-être que je vois combien de licences je dois demander. Ouais. En fait, donc, le contact que j'ai, il m'avait dit qu'en fait, donc, pour avoir la licence, il y a un petit formulaire à remplir. Tout bidon, c'est juste projet, il faut juste dire projet échec. Donc, en fait, il faut juste s'inscrire sur le site, mettre son nom. Et là, il vous envoie la feuille avec quelques champs à mettre. Je vous dirai ce qu'il faut mettre, c'est vraiment bidon. C'est juste parce qu'ils ont une politique de confidentialité, je pense. C'est juste un bête document. Et là, vous avez le programme pour 2 mois. Et je ferai ça avec vous la semaine prochaine, pour ceux qui veulent l'avoir sur votre ordinateur. Tu peux rappeler le nom du logiciel? ABI Flexi Capture 10. Je vais remettre la page. Ouais, ici c'est écrit. Et le site c'est abi.com. Donc je crois qu'il y a un, je sais plus, parce que j'ai fait ça il y a 2 mois, il y a un petit truc démo. Et il faut juste préciser échec. Chess, c'est bon, vous mettez chess, le gars sait que c'est pour ce projet-là, il sait qu'il va avoir des demandes de licence, d'évaluation pour ça. Ça va, vous avez encore des questions ou on peut libérer Vincent? On peut libérer Vincent. Ok, bah merci.